Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval. Carrefour du Maghreb. Autre visage de l'esprit d'entreprise à travers les investissements marocains en Afrique subsaharienne. Là, il s'agit d'une stratégie portée au plus haut niveau de l'État par le roi du Maroc en personne, Mohamed VI. Elle s'est développée, cette stratégie, ces dernières années, d'abord en Afrique de l'Ouest, avant de s'étendre ailleurs sur le continent. Banque, assurance, télécom, immobilier, mais aussi secteur agricole à travers les engrais de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Il s'agit d'abord de grands groupes, décryptage de cette stratégie avec Abdou Soulaye Diop, le président de la Commission Afrique de la CGEM, le patronat marocain. Bonjour Abdou Soulaye Diop. Bonjour. Le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique. Pourquoi est-ce que le pays se tourne ainsi vers le sud ? En fait, il y a toute une démarche depuis le début des années 2000 qui a voulu un peu, face à la mondialisation, permettre à l'économie marocaine et aussi à des champions nationaux marocains de se développer sur des marchés beaucoup plus larges que ce qui est considéré comme un marché restreint de 33 millions d'habitants au Maroc. Bien sûr, on a eu la combinaison de l'accompagnement de plusieurs acteurs. Donc, Sa Majesté le Roi qui a ouvert la voie à travers ces visites nombreuses avec des délégations d'hommes d'affaires qui ont permis, notamment nous en tant qu'acteurs de la CGEM, à pouvoir être toujours très bien positionnés dans ces visites pour signer des accords, pour ouvrir des conventions de non-double imposition, des conventions d'investissement, mais aussi d'autres acteurs comme l'Agence marocaine de promotion des exportations, aujourd'hui de développement des investissements et des exportations, qui ont joué un rôle important dans cette dynamique pour permettre justement aux entreprises marocaines de mieux connaître les marchés africains. Oui, vous l'avez dit, il y a plus que la loi du marché, donc c'est une volonté politique et vous avez souligné le rôle qu'a joué le roi Mohamed VI, que ce soit par les accords qu'il a signés ou l'assouplissement de la réglementation. Cette présence en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui est marqué par la présence des entreprises publiques marocaines avant de parler des groupes privés ou des PME ? Pas entreprise publique. Sa Majesté a surtout permis aux entreprises marocaines un peu de démystifier toute l'appréhension qu'elles avaient du continent africain. Parce qu'il y avait une crainte sur beaucoup de sujets en termes de climat des affaires, en termes de climat sanitaire, en termes de climat sécuritaire, en termes de stabilité. Et le fait qu'il y ait eu ces visites de Sa Majesté le Roi a permis à tout le monde de se dire, bon, Sa Majesté y va régulièrement, il passe même des vacances. Donc, notre crainte psychologique de l'Afrique subsaharienne n'est peut-être pas très fondée. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi le fait que Sa Majesté est, dans beaucoup de ses missions, embarqué avec lui le secteur privé et certains acteurs institutionnels, qui a permis, je dirais, c'est pas un assouplissement de la réglementation, c'est plutôt de créer un cadre qui permet justement la coopération. Parce que s'il n'y a pas de protection des investissements entre les deux pays, s'il n'y a pas de convention de non-double imposition, vous réduisez le potentiel que l'investissement peut générer. Après, les acteurs qui sont partis, c'est pas à part l'OCP, je dirais, mais pour la plupart, c'est des groupes L'Office privés. chérifien des phosphates. Les secteurs bancaires, le secteur télécom, etc. C'est des acteurs privés. C'est eux qui ont été les précurseurs, c'est les grands groupes qui ont été précurseurs. Et après, progressivement, ces groupes ont embarqué des acteurs de plus petite taille, les PME, les startups, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a la position que nous avons sur ce continent. Au départ, c'était l'Afrique francophone. On peut imaginer qu'effectivement, le français en partage entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest, principalement, a pu être un atout pour pouvoir faire des affaires. En fait, il y a plusieurs éléments. Un premier élément, c'est le français a peut-être été un élément qui est un peu favorisé, mais le choix de l'Afrique de l'Ouest était plus lié au lien historique, culturel. Ne l'oublions pas, il y a énormément de Marocains établis au Sénégal, établis en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, parce qu'il y avait un lien lié aux caravanes commerciales qui a créé des installations de population. Il y a eu aussi beaucoup de liens culturels, puisque entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc,
il y a un lien fort au travers le culte et notamment la Tariqa Tijaniya qui constitue des liens cultuels forts. Et ça aussi a beaucoup joué. Donc, c'est pas uniquement les liens du français. On a commencé par ce qu'on va appeler un peu une zone où on se sent un peu plus confortable, où on a plus d'affinité, on a plus de connaissances. Ensuite, progressivement, ça s'est élargi vers l'Afrique centrale. Et là, le français a certainement dû jouer parce que c'était une langue plus favorable. Et bien sûr, après, une fois que la courbe d'apprentissage de l'Afrique subsaharienne s'est faite, après, il n'y avait plus de restrictions géographiques, puisque bon, la langue ne constitue plus une barrière dans le monde des affaires d'une part, et d'autre part, puisque le potentiel du reste du continent est très important comparativement à l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc c'est un cheminement naturel, et bon, on le voit, aujourd'hui on a un méga projet en cours de développement d'une industrie des fertilisants en Éthiopie, c'est quand même des investissements énormes. On le voit, on a un très gros projet du gazoduc aujourd'hui appelé Atlantique Sud, qui est le gazoduc nigérien-Maroc et qui englobe à la fois des pays anglophones et des pays francophones. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique qui n'est plus une dynamique ni de proximité, ni de zone de confort, ni de langue, ni de lien culturel, mais qui est une dynamique très économique parce que à un moment ou à un autre, les liens historiques sont certes facilitateurs, mais il faut que le pragmatisme économique prenne le dessus. Vous disiez tout à l'heure, les groupes français ont quitté l'Afrique au tournant des années 2000 pour se tourner vers l'Asie, mais bien sûr, ils ont toujours des intérêts dans cette région du monde. La concurrence marocaine, est-ce que ça vient un petit peu agacer, chatouiller les Français dans ce qu'ils avaient l'habitude de considérer comme leur marché ? Je pense que ça a bien chatouillé à un moment, mais on a toujours prôné auprès de nos partenaires français un partenariat triangulaire plus pertinent qu'une compétition qui n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Moins de compétition, plus de partenariat entre la France et le Maroc, nous dit Abdou Soulaye Diop. À ce propos, un tabou est en train de se lever entre Paris et Rabat, celui de la participation financière de la France à des projets marocains au Sahara occidental via l'AFD, l'Agence française de développement. Comme l'a indiqué le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, cette semaine, lors de l'entretien qu'il a accordé depuis Abidjan à RFI et à France 24. Je l'ai dit en étant là-bas, nous avons reconnu le fait que le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà puisque nous allons même faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux. Après, pour ce qui est de la question diplomatique, c'est entre les deux chefs d'État que cela se gérera et se réglera. Alors pour les autorités françaises, cela ne modifie pas la position de la France dans le dossier du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie a ainsi répété au Maroc le soutien clair et constant de la France au plan d'autonomie proposé par Rabat en 2007, mais en bornant la marge de manœuvre française aux dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Front Polisario, qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, ce territoire disputé, a lui aussitôt dénoncé ce projet d'investissement dans la région en parlant de démarches provocatrices. Il reste qu'au plan économique, ce territoire et en particulier le projet de port à Dakhla constitue un pivot de la stratégie marocaine d'investissement vers l'Afrique, notamment en ce qui concerne le transport et la logistique. Abdou Soulaye Diop. Nous, on s'inscrit dans les stratégies nationales de développement des pays du continent et on essaye d'apporter l'expertise marocaine dans ces différents secteurs de stratégie de développement. Et le transport et la logistique est un élément clé du développement du continent. Et le port de Tanger a été un premier pas pour réduire les délais, réduire les coûts. Mais il y a l'autre port qui va vraiment être un game changer dans la région, c'est le port de Dakhla Atlantique. Il va être justement dédié au continent africain. Et ce port de Dakhla Atlantique va être vraiment la plateforme, le hub pour le continent, avec la connexion routière. Donc, transport et logistique va être essentiel, mais pas que. Aujourd'hui, sur l'agriculture, il y a un enjeu majeur et l'OCP est en train de jouer un grand rôle pour développer les engrais, apporter ces fertilisants pour améliorer la productivité agricole. Et on va aussi
travailler beaucoup sur la transformation, puisque le Maroc a un savoir-faire industriel qui est important, mais aussi tout le développement de complémentarité de chaînes de valeur. Aujourd'hui, le secteur automobile peut trouver beaucoup de complémentarité de chaînes de valeur sur le continent africain. C'est pareil pour le secteur aéronautique, c'est pareil pour le secteur textile, c'est pareil pour le secteur électrique. Donc oui, avec cette zone de libre-échange continentale, il y a encore beaucoup de zones de développement potentielles pour nos entreprises. Et encore une fois, dans une dynamique de création de valeur dans les pays avec deux grands piliers. C'est un, s'inscrire dans les plans nationaux de développement pour créer de la valeur et créer de la richesse pour les populations locales. Et deuxième pilier, c'est le faire en partenariat avec le secteur privé local pour, comme on a pu le faire au Maroc, développer des écosystèmes nationaux qui vont renforcer le secteur privé. Merci beaucoup Abdou Soulaye Diop.